Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de trois recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Nous entendrons tour à tour les équipes d'Hélène Carbonneau, de Mélanie Levasseur et de Patrick Marié pour une rencontre qui prendra fin avant 15h45. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui. Je suis avec ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique, puis je la remercie de veiller ainsi sur nous. M'accompagne également Florence Gonnemer du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a généreusement accepté d'animer la période d'échange qui suivra chaque présentation. Il est intéressant de savoir que le programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale a permis le financement de 9 projets de recherche et de recherche-action. Plusieurs activités de transfert des connaissances ont eu lieu pour vous présenter ces projets. La dernière a été tenue, par exemple, en mai dernier. Le tout dans le but de réfléchir ensemble aux changements de pratiques ou d'approches que ces recherches rendent possibles et aux connaissances acquises dans le cadre du programme. Précisons que ces recherches ont pu être réalisées grâce aux partenaires du FRQ qui les ont financées à 100. Ces partenaires sont le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d'habitation du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Nous les remercions pour leur engagement dans le soutien de la recherche et pour leur reconnaissance de son importance afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens concernés par le sujet. Les objectifs du programme étaient nombreux. Pour en nommer quelques-uns, il s'agissait de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes aînées du Québec vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Il s'agissait aussi d'identifier ces dynamiques et les contextes qui rendent ces personnes aînées plus vulnérables, ainsi que les conjectures et rapports sociaux susceptibles d'entraîner leur marginalisation. Il s'agissait également de dégager des pistes d'action ou d'intervention visant à réduire leur exclusion sociale ainsi que les inégalités sociales liées au vieillissement. Vous aurez peut-être compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers qui vont être déposés pour chaque concours, jusqu'à l'organisation et l'animation de différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances qui permet de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, vous êtes plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter des trois projets. Vous provenez de milieux diversifiés, ce qui est très stimulant et qui promet une période de questions, d'échanges assez riche, échanges que nous encourageons d'ailleurs. Je rappelle tout de même que les échanges doivent demeurer respectueux et nous nous assurons d'établir un cadre qui permet ces échanges. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 10 minutes qui vont suivre leur présentation. Ces questions vont être à inscrire dans la boîte de discussion et Florence se fera votre porte-voix en les relayant à la période d'échange. Vous constaterez que vos caméras et vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser ensuite sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée par la suite. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes, aux personnes que vous voyez à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons
qu'à la fin de chacune de ces présentations. Sans plus tarder, j'inviterai l'équipe d'Hélène Carbonneau de l'Université du Québec à Trois-Rivières à nous présenter le projet de recherche-action s'intitulant Participation sociale des aînés faisant face à des dynamiques de marginalisation et d'exclusion, développement d'outils d'intervention pour soutenir leur inclusion en milieu communautaire de loisirs, une recherche-action. Alors que l'équipe peut amorcer son partage d'écran, je me permets de présenter les membres brièvement, donc les membres qui sont avec nous aujourd'hui, bien sûr. Hélène Carbonneau détient un doctorat en gérontologie de l'Université de Sherbrooke. Ayant embrassé la carrière universitaire après une vingtaine d'années de pratique, elle a été professeure du département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières de 2007 à 2025. Retraitée depuis octobre dernier, elle poursuit son implication en recherche à titre de professeur associé. Ses travaux de recherche s'articulent autour de la question de l'expérience inclusive de loisirs et du développement positif des individus. Elle s'intéresse au soutien à la participation sociale des personnes âgées ainsi qu'au soutien à l'intégration des personnes ayant des incapacités. Elle s'intéresse aux aspects positifs du rôle d'aidant, d'aidante et cherche à savoir comment soutenir la présence de moments plaisants dans leur quotidien avec leurs proches. Elle est aujourd'hui accompagnée de Patsy Clapperton, directrice générale et cofondatrice d'Humano Stratégie Conseil. Cette dernière accompagne depuis plus de 17 ans les équipes et les gestionnaires pour renforcer la collaboration et favoriser le mieux vivre ensemble dans les organisations accueillant des aînés. Spécialisée dans le développement du capital humain, elle soutient des pratiques favorisant l'inclusion, la bienveillance et un service distinctif. À travers Humano, elle contribue à une mission essentielle, faire en sorte que chaque aîné se sente accueilli, respecté et en confiance. Détentrice d'une maîtrise en psychologie avec spécialité en développement organisationnel, elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle agit également comme co-chercheur dans ce projet de recherche-action. Donc, je vous remercie à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous cède la place pour les 30 prochaines minutes. Bien, bonjour. Ça me fait plaisir de venir vous présenter le projet Participation sociale des aînés faisant face à des dynamiques de marginalisation et d'exclusion, développement d'outils d'intervention pour soutenir leur inclusion en milieu communautaire de loisirs, une recherche-action. Qui dit recherche-action dit travail avec le milieu de la pratique. Donc, nous avons nos deux partenaires qui sont la Fédération québécoise communautaire de loisirs et la FADOC, en plus de Humano par la présence de Patty comme co-chercheur. Vous pouvez voir aussi qu'on était une grosse équipe de chercheurs qui provenaient de l'UQTR, de l'Université de Laval, de l'Université de Concordia et de l'Université de Sherbrooke. Ce projet part du fait que les bienfaits de la participation sociale pour le vieillissement sont largement reconnus. L'accès à une participation est souvent limité pour des personnes qui ont une condition visible, soit des atteintes neurocognitives, une déficience intellectuelle ou une problématique de santé mentale, qui sont les trois groupes qu'on a ciblés dans cette étude. Donc, il fallait prendre le temps de documenter davantage les dynamiques de marginalisation pour arriver à pouvoir soutenir la création d'environnements de loisirs plus inclusifs avec des outils qui correspondaient aux besoins des milieux communautaires. Donc, le but de l'étude, documenter les conditions pour soutenir la participation et mettre en place des moyens pour le faire. On avait trois objectifs. Un premier qui était d'identifier les facteurs déterminants des dynamiques. Ensuite, identifier et développer, en partenariat avec des acteurs du milieu de la pratique, des outils d'intervention. Et en troisième, faire une mise à l'essai pour valider la pertinence, l'acceptabilité et l'applicabilité de ces outils auprès de la clientèle cible. La méthodologie s'inscrit directement en lien avec les objectifs. Donc, la première étape a été réalisée avec des études de cas multiples. On a fait trois études de cas avec des personnes qui avaient une condition visible, un en déficience intellectuelle, avec des gens qui avaient des atteintes neurocognitives et un des gens qui avaient des atteintes en santé mentale.
et un qui regroupait différents acteurs du milieu communautaire de loisirs. C'était tant des gestionnaires, des participants, des bénévoles de centres communautaires de loisirs ou de clubs FADOC. Deuxième étape a été concerné le développement d'outils. On a commencé en partant ce qu'on avait identifié dans la première étape, à traduire ça en compétences ou cibles d'action pour pouvoir développer ensuite des outils qui étaient liés à ça avec une approche triage qui impliquait la participation active de plusieurs personnes du milieu communautaire de loisirs. Et ensuite, on a 4 groupes qui se sont formés pour développer les outils. 3 groupes qui étaient formés de chercheurs et d'étudiants en collaboration avec des partenaires du milieu de la FADOC, de la FADOC et des centres communautaires. Et un quatrième groupe qui était un groupe de co-création avec des personnes qui avaient une condition invisible ou leur aidant, de façon à pouvoir co-créer des outils qui étaient plus reliés à leurs besoins à eux pour soutenir leur intervention. Et la dernière étape a été de faire une mise à l'essai de certains de ces outils. La phase 1 a permis de documenter différentes thématiques, tant allant de la perception, comment les gens percevaient l'inclusion dans ces milieux-là, quel était le niveau de la reconnaissance du droit à participer pour tous, la vision du rôle de l'organisation, c'est ce que l'organisation, pour eux, avait ou non un rôle, la situation actuelle dans le milieu, les contraintes, les ressources qui étaient là dans les milieux, les éléments organisationnels qui devaient faire obstacle ou qui pouvaient faciliter l'inclusion. Puis, on a regardé aussi les facteurs qui pouvaient permettre de favoriser l'inclusion en lien avec des gens, le rôle des organismes spécialisés dans l'inclusion, puis, et tout plein d'éléments qui venaient entourer l'importance du travail de collaboration. D'autre part, les études de cas avec par clientèle ont montré que ben, les gens ont attente et intérêt, regardent la participation en loisirs, puis que la participation en loisirs, elle peut être très variée. C'est beaucoup dans des centres, dans des milieux spécialisés, mais aussi parfois dans des milieux communautaires. Mais on les voit aussi souvent dans les organisations de services et de défense de droits et des pratiques plus individuelles. Mais on voyait que les pratiques communautaires étaient quelque chose que les gens désiraient plus qu'ils faisaient. On a regardé les facteurs qui influençaient leur participation, les facteurs personnels, et ensuite on a regardé qu'est-ce qui pouvait favoriser ou limiter la participation selon leur expérience à eux. Fait que ça, c'était la phase 1 qui voulait documenter la situation et qui a servi d'ancrage pour le développement des outils. La première phase, comme je vous expliquais plus tôt, c'est qu'on a fait une démarche triage qui a consisté en une consultation en 3 étapes. On a eu un webinaire, on a présenté les résultats des études de cas à plusieurs personnes qui étaient des intervenants ou des personnes impliquées dans le milieu communautaire au niveau de l'organisation des loisirs. Et on a fait répondre à un sondage pour prioriser les compétences qui leur semblaient les plus prioritaires. Et ensuite, on a fait une rencontre de groupe pour finaliser cette priorisation-là et arriver avec ces résultats ici. Donc, on a pu prioriser pour ce qui était des usagers des milieux 6 compétences qui étaient à travailler pour favoriser l'inclusion des personnes ayant une condition invisible, autrement dit, rendre les usagers plus confortables, plus ouverts à l'inclusion de personnes différentes. Et l'outil qui était priorisé, c'était d'avoir une trousse de sensibilisation avec différents éléments qui pouvaient être mobilisés dans une activité de sensibilisation. On avait aussi des compétences pour les bénévoles, animateurs, animatrices dans les différents milieux. Encore là, nous avions 6 compétences qui ont été priorisées et on en est sorti avec le besoin d'avoir une formation de base en animation inclusive ainsi qu'un répertoire de formation spécialisée. Fait que, si d'avoir plutôt de réinventer la roue, on est allé voir qu'est-ce qui se faisait déjà dans le milieu et les gens vont dire, il y en a qui existent, il faut juste savoir où aller les prendre, où aller les chercher. Et pour les gestionnaires, ben, nous avions priorisé cette fois-ci 8 compétences, ce qui est beaucoup. Et ça a donné lieu à cibler 4 principaux outils.
qui était un outil d'auto-évaluation réflexive de l'inclusion, un guide d'implantation de mesures de sensibilisation, un guide d'implantation de mesures de formation, puis un guide d'implantation des mesures d'information et de soutien des clientèles. Autrement dit, les quatre cibles générales qu'on avait. Pour les personnes avec une condition invisible, les besoins qui ont sorti, c'est d'avoir une offre qui corresponde à leurs besoins et aux attentes de la personne. Donc, savoir vraiment c'est qu'est-ce qui est offert, avoir l'accès à l'information, une accessibilité physique en termes de coût et de transport, mais aussi d'avoir un contexte sécurisant et accueillant dans le milieu, un milieu qui était ouvert à la différence et sans jugement, un milieu outillé pour l'inclusion, et tout ça dans un contexte de concertation entre les organisations de loisirs et différents partenaires. Et pour l'outil qui était ciblé, c'était de développer un guide d'implémentation de mesures d'information puis de soutien en regard des clientèles avec une condition invisible. On va revenir plus en détail sur les outils au fur et à mesure de la présentation. Je vais laisser la parole à Patsy à partir d'ici. Oups, on a-tu perdu Patsy? Je vais continuer, nous avait averti qu'elle pourrait avoir un enjeu. Donc, on a développé des outils en regard de trois groupes. Elle vient de m'écrire qu'elle va revenir, mais fait que je la laisserai dans la prochaine étape. Des outils en regard de trois groupes, les gestionnaires, les animateurs puis les usagers qui peuvent contribuer à rendre les milieux plus inclusifs. On a des outils communs qui ont été mobilisés de façon différente auprès des différents groupes. Des vidéos témoignages, des vignettes, des jeux questionnaires, mais on a aussi des outils qui sont spécifiques à chacun des groupes. Puis le comité de co-création, lui, a vraiment ciblé un outil pour soutenir la participation ayant une condition invisible et c'était un autre élément qui a été créé à part pour cette dimension-là. Dans les outils communs pour des milieux plus inclusifs, on a créé quatre capsules de témoignages avec des fiches réflexives. Puis les fiches réflexives, c'est avec un S parce que selon le groupe auquel auprès duquel la vidéo est utilisée, la fiche réflexive peut être différente. Donc, on a une fiche qui est Qu'est-ce que l'inclusion? On a une vidéo qui est retombée de l'inclusion pour les personnes avec une condition visible, retombée de l'inclusion pour les organisations et leur équipe, puis les stratégies pour soutenir l'inclusion. Ces vidéos-là ont été faites grâce à la collaboration d'une quinzaine de personnes de milieux communautaires, centres communautaires de loisirs et de milieux FADOC. Et je vois que Patsy est arrivée, donc je la laisse à partir de là pour les vignettes. Je suis désolée, Zoom a décidé qu'il voulait faire des mises à jour à ce moment-ci. Je suis sortie. Euh, donc, différentes vignettes vidéo également. C'est là que tu étais rendue, Hélène? Oui, les vignettes, oui. Oui, deux vignettes principalement pour donner des informations aux différents participants. Qu'est-ce que l'inclusion? Puis au niveau de l'expérience inclusive de loisirs. Donc, au-delà de venir euh, faire partie du milieu communautaire, mais vraiment vivre une expérience pleine et entière. Donc, les vignettes sont animées, sont de courte durée, ça dure environ 2 minutes, puis peuvent être donc facilement présentées aux différents participants. À ça s'ajoute vraiment l'activité au niveau du jeu questionnaire. Le jeu qui a été fait de façon à être le plus facilement accessible possible. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment que les équipes sur le terrain puissent s'approprier cet outil-là, puis s'en servir d'une façon à ce que l'activité peut durer en soi 1h30, 2 heures, ou peut être découpée en petits, en blocs plus petits, où là, le jeu questionnaire va être utilisé pour venir euh, donner davantage d'informations, là, soit au niveau des différents aspects des conditions invisibles qui ont été soulevées, ou encore venir aborder également là, des pistes d'action. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'accueil? Puis tout ça,
Je te laisse aller, Hélène, je ne peux pas OK. contrôler la. OK. OK. Ben, on a aussi deux autres éléments qui sont ajoutés. On s'est rendu compte que pour amener un changement, c'est important d'amener les gens à dire ben, tu vas pas, on ne peut pas imposer un changement comme aller vers l'inclusion. Fait qu'on a développé une formation en ligne sur le leadership transformationnel. Et tous ces outils-là sont sur un site Internet dont je vais vous montrer rapidement le- la présentation ici, qui reprend chacun des éléments, la démarche de réflexive, de sensibilisation, de formation, de soutien à la participation. Donc, ce site Internet-là regroupe tous les différents outils qui ont été développés par l'équipe. OK. Je On y continue? va? Oui, OK. continue. Euh, L'activité réflexive pour les gestionnaires, là, c'est vraiment une activité d'entrée. En fait, ce qu'on voulait, c'est que les équipes de gestion ou encore les comités exécutifs au sein de la FADOC, par exemple, puissent se poser la question eux-mêmes où on se situe, où on en est par rapport à l'inclusion. C'est quoi le chemin qu'on voudrait parcourir peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il y a des vidéos, dans les vidéos témoignages que Hélène vous a parlé tantôt, il y en a un vraiment au niveau des bienfaits de l'inclusion où on va encore plus loin, où on entend les équipes dire qu'est-ce que ça apporte à leur milieu, au-delà des individus, mais comme milieu puis comme équipe. Il y a vraiment un guide d'autoréflexion qui peut être utilisé de façon autonome par les équipes. Là, c'est environ 20-25 pages, bien épurées, où là, on se pose la question, comment on considère l'inclusion dans notre milieu? C'est quoi nos forces? Quand on parle d'inclusion, on parle, oui, d'accessibilité, mais on va aller au niveau de la programmation. On est allé travailler les différents aspects pour s'assurer là, que les milieux étaient inclusifs et cette activité-là va se faire là, dans une durée de 2 heures, 2 heures et demie. Généralement, là, le club FADOC ou le centre communautaire va avoir pu prendre un recul et voir où sont leurs forces puis quels éléments ils souhaiteraient venir améliorer. Puis la formation sur le leadership transformationnel, on va la retrouver à ce moment-là également sur le site Internet de façon à ce que les personnes qui sont présentes ben, puissent se poser la question dans le comment on souhaite faire les choses pour que ça donne vraiment un changement là, concret dans nos milieux, puis comment on peut influencer positivement nos équipes, nos bénévoles, l'ensemble des usagers à avoir une approche davantage inclusive. Et à ça, pour les usagers, donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, là, vraiment, l'ensemble des outils qui ont été développés sont supportés par des guides d'animation où on va étape par étape présenter des stratégies là, pour animer puis utiliser les outils. Les vignettes vidéo, ceux qui sont ciblés vraiment où on a le regard des usagers sur l'accueil, sur l'inclusion peuvent être présentés à ce moment-là. Le jeu de sensibilisation, comme je le mentionnais tantôt, qui peut être d'une durée là, de 30 minutes, 45 minutes. On a exploré dans les mises à l'essai là, différentes formules qui peuvent vivre également dans le temps parce que la façon que l'outil a été fait, il y a des questions de la semaine qui peuvent être ciblées, qui peuvent être affichées sur le babillard du centre, des pistes d'action également sur des post-it avec les affiches qui ont été développés, qui permettent, dans le fond, là, dans le temps, de faire perdurer le souci d'inclusion là, qui est dans le centre communautaire ou dans le club FADOC. On a développé une formation des animateurs et des bénévoles. Cette formation-là est autoportante. On voulait avoir quelque chose qui est simple à animer, à réaliser, que ça ne prend pas un expert en inclusion pour donner cette formation-là et que les gens puissent le reprendre dans les milieux communautaires, que le coordonnateur puisse réunir son groupe, puis réaliser cette activité-là qui, de par les activités de réflexion qu'elle amène, va contribuer à développer cette vision de l'inclusion-là qui est simple et qui est basée sur l'accueil de l'autre, finalement. Il y a des formations ad hoc aussi qui ont été répertoriées
qui ont été créés pour soutenir les gens. Parce que de la même façon qu'on dit les gestionnaires ne peuvent pas imposer un mouvement vers l'inclusion, ça va se vivre avec un leadership transformationnel. De la même façon, l'animateur qui a dans un groupe quelqu'un qui sera réfractaire à quelqu'un de différent, il faut l'amener aussi à prendre conscience que c'est pas en voulant imposer à tous les participants, l'inclusion, c'est de les amener à comprendre, à changer, que ça va les aider. Et aussi, dans la même perspective, mais là, c'est d'avoir une formation en communication non violente qui est apparue comme un outil pour permettre aux gens de savoir comment dire quelque chose à quelqu'un qui a des comportements qui seraient inadéquats pour soutenir l'inclusion, mais sans être, en étant positif, en n'étant pas, tu sais, blessant, en sachant comment, on va dire, avoir une communication qui va être non violente, mais qui va permettre de porter davantage le message. Et à ça, on a refait un répertoire de formations complémentaires qui peuvent être offertes par différentes organisations qui étaient au départ partenaires quand on a développé l'idée de ce projet-là et auprès de qui on a recueilli des possibilités de formation qu'eux-mêmes offrent en lien avec des situations particulières. On a aussi développé un guide de soutien à la participation des aînés ayant une condition invisible qui considère les mesures de transmission de l'information, c'est-à-dire le comment, mais surtout le quoi. Par exemple, les membres du comité nous ont fait voir que vraiment pour eux, ce qui était le plus important, c'est pas de savoir qu'il y avait des cartes, qu'il y avait des cours de tai chi ou peu importe dans l'organisation. La première information qu'ils ont à savoir, c'est qu'ils sont les bienvenus, puis qu'ils ont une place pour eux dans ce milieu-là, malgré leurs différences. Et ça, c'est le premier élément qui était le plus important. Et ensuite, ils veulent savoir quelles sont les activités, parce que les gens du comité nous disaient que pour plusieurs personnes qui ont une condition invisible, ben, des fois, ça prend une activité qui va impliquer moins d'échanges, qui va être plus simple, tout ça. Fait que de pouvoir un peu identifier ces activités-là quand on les remet. Et dans le comment, ben, c'est comment le message est transmis, que ce soit d'une façon simple et facilement accessible et aussi au travers de différents médiums. C'est un peu ce qu'on a travaillé dans ce guide-là. Il y avait aussi des mesures de soutien à l'acclimatation. Donc, c'est bon, une fois qu'une personne a envie d'aller faire un tour parce qu'ils sont allés voir, ils ont fait une journée de conférence, l'intervenant du centre communautaire de loisirs est allé ou le représentant de la FADOC est allé dans l'organisme spécialisé pour expliquer c'était quoi, puis leur dire vous êtes les bienvenus. Ils ont besoin d'avoir des étapes d'acclimatation, que ce soit des visites préalables, des journées portes ouvertes pour comprendre le milieu, pour se familiariser avec le milieu, mais aussi peut-être des mesures d'accompagnement. Et c'est là que la reconnaissance de la carte d'accompagnement mise de l'avant par l'Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées peut devenir un facteur important en donnant une gratuité à l'accompagnateur. Pour guider les gens sur comment communiquer d'une façon simple, on a ajouté sur le site web différentes ressources sur notamment le FAQ, plus facile à lire et à comprendre, sur des guides de communication accessible et aussi des formations qui sont existantes sur la communication accessible que les gens peuvent aller suivre pour savoir comment mieux euh, communiquer à ce moment-là. Et aussi, on a rajouté à la demande de nos partenaires, notamment la FQCCL, qui offre des programmes comme Participe présent ou Ensemble par le plaisir, qui sont des programmes qui favorisent la participation des gens qui font face à certains enjeux. Donc, dire, ben, il y a ces programmes-là qui existent, si vous voulez les offrir, c'est possible. Si vous voulez être formé par rapport à ces programmes-là, allez voir avec la Fédération québécoise, qui a le mandat actuellement de former les gens en regard de ça pour les implanter. Notre phase 3 a consisté ensuite à faire une mise à l'essai. Vous comprendrez qu'on n'a pas pu tout mettre à l'essai. On était un petit peu, je pense, les différents comités de co-création, de création d'outils, co-création d'outils, ont été un peu productifs.
Et au départ, on avait dit, on va créer 3 à 4 outils. Là, je ne sais plus exactement combien on a. Si on regarde les vidéos, juste les vidéos, les vignettes, on a 6, on a 4 guides, on a 2 formations en ligne. Donc, il y avait beaucoup trop d'éléments. On a ciblé 2 éléments qu'on a mis à l'essai. On a mis à l'essai l'activité de sensibilisation, puis on a mis à l'essai l'activité d'autoréflexion. Pour ce qui était de la mise à l'essai de l'activité de sensibilisation, les vidéos et les capsules dans les mobilisées dans les mises à l'essai ont été vraiment appréciées. Ça a vraiment ouvert la discussion après. C'était impressionnant de voir à quel point les gens, à partir de ce qui avait été dit, se reconnaissaient parce que, comme je vous disais tantôt, les différents intervenants qui sont là, c'est tous des gens qui viennent du milieu de la pratique puis qui parlent avec leur cœur. C'est pas des chercheurs, des théoriciens qui lancent des messages. C'est du monde qui le vivent, qui le disent. Les guides de discussion associés aussi ont été utiles pour amener la discussion. Le jeu questionnaire a été reçu positivement. Ce jeu questionnaire-là, il visait 3 affaires. Premièrement, à permettre aux gens de se rendre compte à quel point le problème était important. Deuxièmement, prendre conscience des besoins des personnes. On va dire, dans le sens qui est important, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation-là. C'est quoi leurs besoins? Ils ont besoin de socialiser, de rencontrer d'autres personnes, des besoins très simples comme ça. Et le troisième point, c'était de les sensibiliser à leur pouvoir d'agir. Et ça a été reçu très positivement au travers de ces 3 sortes de questions-là. Ils nous ont même suggéré de rajouter des nouvelles banques de questions. Ils ont dit, hey, les jeux, on peut faire des extensions habituellement. Là. Fait qu'ils nous ont demandé de faire des extensions, notamment pour les minorités visibles. Et les gens ont trouvé des nouvelles façons, Patty nous a parlé un peu, d'utiliser ces outils-là, pas seulement dans une activité d'1 heure et demie, mais des fois au début d'une activité, en affichant sur un mur, passer une vidéo le soir d'un souper communautaire, différents éléments comme ça qu'eux ont abordés comme étant des façons d'utiliser les outils qui se sont qu'on voyait qu'il y avait une mobilisation de leur part. La démarche réflexive a aussi été testée. Les gens ont apprécié la démarche. Il y en a qui ont dit, ah, on a tellement aimé ça qu'on a fait 2 rencontres parce qu'on n'avait pas trop de choses à dire. Puis ça nous a pris 2 rencontres d'1 heure et demie pour faire le tour de tout ce qu'on avait à dire là-dedans. Puis là, on a un plan. Puis pourtant, c'est un milieu qui était déjà assez développé sur le plan de l'inclusion, ceux qui ont fait 2 rencontres. Ils disent que ça, cette démarche structurée-là, leur a permis d'arriver avec des actions concrètes. OK, cette année, c'est ça qu'on veut faire. Et ils ont trouvé ça utile dans ce sens-là. Mais il y a un des 2 groupes qui a évoqué que bon, quand on arrive plus loin, c'est quoi les actions? Il aurait aimé avoir une capsule qui permettait un peu de comprendre plus en détail. Fait qu'on est en train de construire 4 capsules, donc 4 outils de plus qui se rajoutent dans notre site Internet. Et les gestionnaires y ajoutaient que ben, pour amener un nouveau milieu à vouloir s'impliquer, ben, il faut le motiver à le faire. Et c'est là qu'on a fait une vidéo promotionnelle que nous voulons vous faire écouter. Créer des milieux plus inclusifs pour tous les aînés, un incontournable. L'inclusion, pour moi, c'est accueillir les gens tels qu'ils sont, sans condition, puis sans étiquette. Même si on pense qu'on est bon dans ce qu'on fait, que l'inclusion est au centre de nos actions, on a toujours moyen d'être meilleur, on a toujours moyen d'ouvrir encore plus les yeux. Il y a un ressenti qui est vraiment incroyable de permettre à quelqu'un d'avoir des beaux moments. Il y a des gens qui étaient en dépression, ça ne disait pas un mot. D'un coup, on les voyait s'amuser, rire, avoir du plaisir. Alors ça, c'était agréable. Je pense que ça donne sa couleur locale, vraiment. Ça nous définit en tant que milieu, donc c'est ça qui nous fait le plus rayonner. Ouvrez grand les œillères, puis dites, OK, bon, j'ai une personne différente dans mon groupe, je suis leader, donc il faut que je l'accueille bien. Il faut que je démontre que je lui fais une place. Puis je vais aller me chercher des outils si ça fait pas. Puis les outils, ben ça existe. Une trousse d'outils afin de soutenir l'inclusion pour tous a été développée par une équipe de recherche en collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs et la FADOC. Cette trousse propose une démarche d'autoréflexion
des outils de sensibilisation, des outils de formation, ainsi que des suggestions pour mieux rejoindre certains groupes d'aînés plus isolés. Explorez la trousse, faites-la vivre et surtout partagez-la autour de vous. Ensemble, faisons une vraie différence, un geste à la fois. Donc, notre étude a confirmé l'importance de soutenir la participation des personnes ayant une condition invisible dans les milieux communautaires de loisirs avec les autres citoyens. On a permis de documenter les besoins pour soutenir la création de milieux inclusifs. Puis notre mise à l'essai, ben, elle a montré que les outils reçoivent un accueil positif. Tout ça, c'est très intéressant. Puis c'était rendu possible par la perspective de recherche-action, notamment l'implication marquée d'une chercheure du milieu de la pratique, Patty, puis qui a été une force du projet. De travailler tous ensemble. Il y a eu, je ne sais pas combien de gens du milieu de la pratique au total qui ont participé là-dedans. Il y en a eu tu sais, plus de 40 qui ont participé à un moment ou l'autre, à un comité, à une autre, à une étape ou l'autre de la recherche pour aider à avancer cette construction d'outils-là, à développer ce que le projet a voulu faire. La multiplication des outils, parce qu'on arrivait, il faut faire ça, il faut faire ça, puis là, finalement, tout se faisait quand même. Les étudiantes étaient motivées, ils créaient les nouvelles versions de jeux, de tout et tout et tout et tout. Et on n'a pas pu tester la faisabilité de chacun. Donc ça, c'est une limite du projet qu'on va continuer à faire de différentes façons. Et on n'a pas pu non plus, comme on est beaucoup dans le développement d'outils, on n'a pas pu en documenter à fond les effets actuellement. Si je viens à ma conclusion, c'est que ben, soutenir l'inclusion de tous les aînés, toutes les personnes aînées, c'est un incontournable et il y a des moyens pour le faire et ça fonctionne. L'implication active euh, de la pratique dans ça est essentielle pour amener qu'il y a un arrimage. Quand je disais tantôt, les témoignages viennent de gens, mais quand les autres personnes les écoutent, ça leur parle vraiment parce qu'ils parlent le même langage. Il y a un ressenti qui est important de voir, oui, on se comprend. Par contre, la mobilisation des milieux de loisirs à s'engager dans une démarche comme ça demeure un enjeu. Et bon, c'est ce qui à mon étape de vie où je suis rendue à ma retraite. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir comment on peut maintenant soutenir une mobilisation pérenne de ces outils-là pour que ça ait réellement un impact. Ça n'a pas été un magnifique moment qu'on a passé avec toute cette équipe-là qui était en ébullition avec tous les étudiants qu'on a créé plein de trucs. Mais aujourd'hui, on aimerait que ça serve et que ça serve à long terme. Et aussi, ben, éventuellement, qu'on puisse évaluer la portée de ces outils-là. Est-ce que ça rend vraiment les milieux plus inclusifs? Est-ce que les personnes avec des conditions invisibles se sentent vraiment mieux dans ces milieux-là et ils maintiennent davantage leur participation une fois qu'on a passé au travers de la démarche? C'est donc une recherche qui a impliqué différents milieux et qui était avec le fonds de le FRQ et les différents partenaires qui ont financé ce milieu-là. Puis, on va passer dès maintenant à la deuxième équipe. Voilà, on voit Mélanie Levasseur et Stéphanie Ménet qui sont prêtes à présenter. Mais avant tout, tout de même, je rappelle qu'elles vont nous présenter un projet de recherche-action qui s'intitule Participation sociale des aînés à risque de marginalisation et d'exclusion sociale, une recherche-action pour favoriser une revitalisation plus inclusive du centre-ville de Sherbrooke. Puis, je me permets de les présenter rapidement. Mélanie Levasseur est ergothérapeute et professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi chercheuse et directrice du laboratoire de recherche Connect au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrie, CHUS. Professeur Levasseur détient actuellement une chaire de recherche du Canada sur la participation et la connexion sociale des personnes aînées. Son programme de recherche cible le développement et l'évaluation d'un continuum d'interventions innovantes pour favoriser la participation sociale des personnes aînées, incluant celles à risque de marginalisation et d'exclusion sociale.
Puis Stéphanie Ménet est docteure en psychologie, chercheuse postdoctorale à l'Université de Sherbrooke au sein du laboratoire Connect. Ses travaux portent sur la mise en œuvre et l'évaluation d'interventions visant à favoriser la participation sociale des personnes aînées. Son projet actuel vise à favoriser l'engagement des personnes aînées dans l'adaptation au changement climatique à travers la collaboration intergénérationnelle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la place pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup. Je vais amorcer mon partage d'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Très bien. Oui. Bon. Bonjour tout le monde. Désolée là, pour mon extinction de voix. C'est un plaisir vraiment d'être ici pour nous deux cet après-midi et de vous parler de ce beau projet-là avec cette importante là, initiative des fonds pour promouvoir la recherche-action. Donc, c'est un projet qui était réalisé évidemment avec plein d'autres collègues de l'Université de Laval, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal, Centre de recherche sur le vieillissement. Donc, vous les voyez à l'écran, là, Mélissa Généreux, Sébastien Laure, Ruth Njaboué et Martine Charec. Donc, c'est un peu en leur nom là, qu'on vous parle de ce beau projet-là, ce résultat-là aujourd'hui. Évidemment, c'est un projet qui dit recherche-action, dit recherche en partenariat. Donc, on avait la chance d'avoir des organismes partenaires en or, de la Cordée, la ville de Sherbrooke, la Bibliothèque municipale Éva-Sénégal, la QDR, la CDC, le Musée des Beaux-Arts, la table de concertation des aînés de l'Estrie, l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, le CIUS, le LIPA, qui est le laboratoire par, pour et avec les personnes aînées, donc le laboratoire innovant, mais aussi les petits frères et je souligne au passage aussi nos deux aînés partenaires là, qui ont fait partie du projet, Madame Sandra Conné et Monique Pilon. Donc, aujourd'hui, on va vraiment revenir là, sur le projet en tant que tel. Donc, projet qui se visait là, à documenter les besoins des facilitateurs, les obstacles, la participation sociale dans le contexte là, d'une revitalisation au centre-ville de Sherbrooke et plus spécifiquement pour les aînés à risque de marginalisation et d'exclusion. Ensuite, on va regarder ensemble les actions susceptibles de favoriser cette participation sociale-là et on va vous parler des actions qui ont été mises en œuvre et de leurs effets. Donc, ben, la ville de Sherbrooke, c'est la 6e plus grande ville du Québec. Il y a 175 000 habitants, à peu près, un peu plus de 175 000 habitants. Et son centre-ville, on dit que le noyau, le principal, c'est 1,1 km², mais c'est un petit peu plus grand, là, dépendant de où on arrête, là, cette circonférence-là. Par contre, même si c'est relativement circonscrit dans l'espace, c'est quand même un lieu où il y a 1/5 des habitants qui sont âgés de 65 ans et plus, dont le 2 tiers ont une situation de handicap et le 3 quarts vivent seuls. Quand on parle de revitalisation, on va voir là, que ça a des impacts multiples, mais juste le fait là, de vieillir, d'avoir des situations de handicap et de vivre seul, ça augmente le risque d'isolement et de solitude, qui va aussi augmenter le risque de mortalité, de morbidité, donc de d'autres maladies chroniques, et qui va augmenter aussi le risque de marginalisation et d'exclusion. Puis je vais revenir sur notre définition de cette marginalisation et cette exclusion-là. Donc, quelques mots sur la revitalisation au centre-ville de Sherbrooke. Ben, c'est la définition d'une revitalisation, c'est vraiment un processus d'amélioration de l'environnement bâti, mais aussi des espaces publics, résidentiels, bureaux, commerces, qui visent à améliorer la qualité de vie de l'environnement physique, social, économique et communautaire. Fait que souvent, c'est
lié à un plan de réaménagement urbain, puis ça se fait en concertation avec les citoyens, mais aussi les organismes qui ont pignon sur rue dans le secteur, mais aussi qui ont une influence là, pour le développement de ce secteur-là. Quand on parle de marginalisation, ben, on l'a défini dans le projet par avoir un des critères suivants, soit d'être âgé de 80 ans et plus, soit d'être à faible revenu, d'être issu d'un groupe ethnique minoritaire ou linguistique minoritaire, d'avoir des incapacités ou d'être issu d'une diversité sexuelle et de genre. Donc, un des facteurs suivants, plus on a de facteurs, plus ça augmente le risque de marginalisation. Puis dans un contexte de revitalisation, c'est super important parce que cette transformation-là de l'environnement physique va augmenter souvent le niveau de vie requis pour aller dans les commerces, mais aussi les loyers au centre-ville. Puis ça va modifier la structure sociale d'un quartier pour souvent avoir des gens mieux nantis. Donc, l'objectif du projet visait vraiment à réduire les risques de marginalisation et d'exclusion en bonifiant la revitalisation au centre-ville de Sherbrooke et en favorisant la participation sociale des personnes aînées. Puis, je vous ai tantôt parlé des besoins facilitateurs et des obstacles que je vais commencer par décrire. Puis, ensuite, je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous parler. Je vais faire reposer ma voix et passer la parole à Stéphanie qui va vous parler des actions qui ont été mises en œuvre et de leurs effets. Donc, cette documentation-là des besoins des facilitateurs des obstacles à la participation sociale est réalisée avec différentes méthodes, notamment des groupes de discussion, des entretiens individuels, de la photo-éllicitation. Donc, on avait choisi les photos pour aider les gens à parler de leurs besoins, de leurs facilitateurs des obstacles à la participation sociale. Puis, je pourrais y revenir là, dans la période d'échange si vous voulez voir là, des idées de quel genre de photos on utilise pour faire cette technique-là. Puis on pourra aussi discuter là, de l'aspect innovant d'utiliser ces méthodes-là hors communes, qui sont moins communes finalement là, pour rejoindre des groupes à risque de marginalisation. On avait aussi un guide d'entretien semi-structuré et des questionnaires sociodémographiques. Puis, on a utilisé le modèle du processus de développement humain, du processus de production du handicap là, de Fujiwara et ses collaborateurs là, pour soutenir le choix des questions du guide d'entretien, donc documenter les besoins, facilitateurs, obstacles, mais aussi l'analyse de ces 10 besoins facilitateurs et obstacles-là. Donc, les participants rencontrés étaient peu issus de l'immigration, avaient quand même majoritairement de faibles revenus, habitaient seuls, étaient majoritairement aussi des résidents du centre-ville et des femmes. Et ils nous ont parlé là, de leurs besoins de participation sociale qui concernaient principalement l'environnement inclusif. Donc, il fait un clin d'œil là, à la belle présentation d'Hélène Carbonneau et de son équipe là, pour justement mettre en évidence là, que ces projets-là se rejoignent quelque part. Donc, qu'il y ait un environnement physique, mais aussi social qui est inclusif. C'est important. Les logements aussi, les loyers à faible coût, des logements à proximité, des activités de participation sociale à proximité du logement avec un transport qui est facilité, c'est tout ça important. Le fait d'être accompagné pour participer socialement, puis Hélène en parlait aussi, d'avoir accès à ces initiatives-là, de ces possibilités de participation sociale-là, mais aussi d'être informé de ces initiatives-là, puis être informé de différentes façons, pas seulement par Internet, qui n'est pas nécessairement accessible à tous, mais de plus en plus, mais pas toujours, mais d'avoir de multiples façons là, d'informer les gens sur ces possibilités de participation sociale-là, c'est important. En termes de facilitateurs et d'obstacles, on avait différents facilitateurs, obstacles individuels, la santé qui peut être soit un facilitateur, un obstacle, le revenu aussi. L'âge, donc plus on est avancé en âge, plus ça va faire obstacle à notre participation sociale. Le genre aussi peut être un obstacle à la participation sociale, des activités
qui peuvent être perçus pour les femmes uniquement ou pour plus les hommes uniquement. En lien avec l'âge, ben, il y a un des participants qui disait, on n'a plus 20 ans pour traverser la rue, une rue avec une très grande pente ou une rue qui est très longue, une grande intersection, la lumière n'était pas assez longue. La rue King, qui est très en pente, si vous connaissez Sherbrooke, aurait besoin de rampes pour aider les gens à se tenir pour la descendre à pied. Donc, un exemple d'obstacle au niveau de l'environnement. La sécurité aussi, les activités offertes, les espaces aménagés. Évidemment, ce projet-là, il y a 3-4 ans, ben, la pandémie, hein, les restrictions liées à la pandémie avaient été un obstacle là, important à la participation sociale au centre-ville de Sherbrooke. Le transport, de même que la discrimination. Bon, en lien aussi avec les besoins, les facilitateurs et les obstacles, ben, ça ouvre la porte. On voit qu'il y a peut-être un petit peu moins de facilitateurs qui ont été documentés là, par d'autres études, dont une recension élargie là, qu'on a réalisée. Puis, d'autres études ont montré aussi que la perception que c'était pour les jeunes des revitalisations, donc les aînés se sentaient exclus. C'est quand même une première étape importante là, pour identifier les besoins de participation sociale de personnes à risque de marginalisation et d'exclusion et leurs facilitateurs, les obstacles. Je pense que ça aide à favoriser la réflexion et les orientations d'une revitalisation. Mais évidemment, là, c'est un petit échantillon qui n'est pas tout à fait, qui est plus transférable à des contextes similaires, donc qui n'est pas représentatif de toutes les personnes aînées, mais bien des aînés là, qui ont qui ont participé à cette étude-là. Puis je cède maintenant la parole à Stéphanie qui va vous parler des actions susceptibles de favoriser la participation sociale. Exactement, merci Mélanie. Alors, on est allé voir dans les écrits scientifiques un petit peu ce qui se faisait en termes d'actions pour essayer de favoriser la participation sociale des personnes aînées à risque de marginalisation puis d'exclusion sociale. Avec plusieurs objectifs, à savoir quels étaient les effets de ces initiatives, on voulait le savoir, puis quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer la participation à ces initiatives. Et enfin, on s'intéressait aussi aux recommandations des auteurs, des chercheurs, pour savoir comment améliorer encore plus nos interventions. Donc, on s'est basé sur 6 bases de données et on a pris toutes les études qui ont été publiées à partir de 2000. On s'est intéressé donc aux études qui portaient sur des personnes qui avaient 60 ans ou plus, qui habitaient dans la communauté, qui avaient au moins une des caractéristiques que Mélanie vous a présentées tout à l'heure, qui les rendait à risque de marginalisation. Et puis donc des études qui essayaient de favoriser la participation sociale ou un concept associé comme les interactions sociales, les activités sociales, le soutien social, l'appartenance, l'isolement ou encore la solitude. Avec tout ça, ensuite, on a fait une synthèse narrative où on a trié un petit peu les caractéristiques de la population et des interventions, les résultats des interventions, les facteurs d'influence et donc les recommandations, et tout ça analysé selon le modèle de développement humain et de processus de production du handicap. Bon. Ok. Donc, on a trouvé 29 études qui ont été réalisées depuis 2000, mais la grosse majorité ont été publiées après 2019, essentiellement aussi en Amérique du Nord. Et une bonne partie utilisait quand même des méthodes qualitatives pour évaluer ces interventions. Les interventions, elles étaient réparties un petit peu de façon égale entre des interventions individuelles ou des interventions collectives. Et puis, elle mesurait toute la participation sociale ou des concepts associés, mais également la santé mentale et physique ou le bien-être, et puis les effets aussi sur les connaissances en termes d'activité ou les stratégies compensatoires qu'il pouvait y avoir pour avoir une bonne participation sociale. Les études s'intéressaient majoritairement à des personnes avec un faible revenu, mais également quelques-unes auprès d'une population issue d'une minorité ethnique ou des personnes isolées qui présentent aussi des incapacités, et puis beaucoup moins d'études, deux seulement là qui sont intéressées à des personnes aînées issues de la diversité sexuelle et de genre. En termes d'intervention individuelle, la majorité des études portaient en fait sur l'aide qu'on pouvait apporter via un mentor. Donc,
comme du mentorat à domicile essentiellement, avec des aides dans les activités quotidiennes ou pour participer à des activités communautaires. Ces études-là ont montré un effet positif sur la participation sociale, en tout cas des améliorations pour la participation sociale, la santé et le bien-être des participants. Elles étaient, on va dire, plus ou moins, elles avaient des effets plus ou moins forts quand elles étaient précédées par une phase psychoéducative. En fait, la phase psychoéducative n'avait pas toujours un effet en plus par rapport à ce mentorat. Et puis, les facteurs qui pouvaient influencer donc la participation étaient essentiellement la santé physique et mentale, le transport et l'adaptation de l'activité qui représentaient des gros obstacles en fait à la participation des personnes. Et puis pour ce qui est des facteurs qui améliorent la participation sociale, il y avait le fait que les interventions durent plus de 6 mois et aussi la qualité du jumelage était vraiment très importante. Il fallait que ce soit deux personnes qui s'entendent bien, une personne aînée qui avait parfois un contexte de vie similaire, une culture ou la même présence d'incapacité. Voilà, si elle était accompagnée par un mentor qui présentait des similitudes, alors on avait des meilleurs effets sur la participation sociale. La collaboration avec les organismes communautaires était aussi essentielle pour connaître les activités qui étaient proposées à proximité des logements des personnes. Et puis, il faut que je change. Pour ce qui est des interventions collectives, c'était essentiellement des séances de psychoéducation, des activités créatives et artistiques comme la danse, la chorale ou les travaux manuels et le jardinage, et puis des interventions qu'on appelle à multiples composantes, c'est-à-dire à la fois des activités physiques, mais aussi des activités sociales, le tout couplé. Ces interventions-là, elles ont eu un bel effet aussi sur la participation sociale des participants, sur leur interaction sociale, sur leur appartenance, leur sentiment d'appartenance, leur niveau d'isolement qui a bien baissé, leur santé, leur bien-être qui se sont améliorés, et puis aussi une belle avancée dans les connaissances des activités à proximité. Ce qui permettait de favoriser leur participation sociale, c'était la présentation publique des travaux lorsque c'était des activités créatrices et artistiques. C'était vraiment comme un objectif qui rassemblait les participants entre eux et un but à atteindre qui motivait les personnes à continuer de participer. Les facteurs qui freinaient cette participation sociale étaient la différence de langue entre les participants, le transport qui n'était pas toujours adéquat, le coût des activités lorsqu'il y en avait un, et puis l'adaptation de l'activité quand ça n'était pas forcément pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre ou quand ça n'était pas pour les personnes avec des incapacités, par exemple. Les auteurs recommandaient alors de regrouper les participants par intérêt et par expérience de vie, un peu comme on l'a eu là pour les interventions avec le mentorat précédemment, c'est ça, regrouper les personnes qui se ressemblent finalement. Toujours et encore de collaborer avec les organismes communautaires, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti et qui est très important pour permettre ces activités. D'adapter les activités au contexte, à la culture, aux incapacités des personnes participantes, et puis d'implanter les interventions dans les quartiers défavorisés au lieu d'obliger les personnes à sortir, à prendre le transport qui n'est pas toujours accessible, et ben, d'aller les rejoindre directement pour favoriser une meilleure participation. Justement, pour discuter de toutes ces interventions qui ont été mises en place dans les écrits scientifiques, là, on l'a déjà un petit peu dit, mais voilà, il y a une importance à adapter ces activités au contexte, à la culture, aux capacités. Il faut être flexible dans ces interventions. Il faut proposer des choses qui peuvent... en fait, c'est très difficile d'avoir un groupe homogène, donc il faut faire preuve de flexibilité pour correspondre aux attentes et aux besoins de tout le monde. Et puis, il est très important de pérenniser ces interventions, de penser à la pérennisation de ces interventions dès le départ, en fait, et ce, malgré peut-être un financement qui risque de se restreindre ensuite. Il faut planifier le transport. Comment nos participants vont pouvoir se rendre aux activités qu'on veut proposer? Et quand le transport n'est pas possible, peut-être il faut penser à implanter justement au plus proche des personnes, dans les quartiers défavorisés. Et puis, il est important de renforcer le sentiment d'appartenance. C'est quelque chose qui ressort beaucoup des participants qui sont issus des minorités ethniques ou issus de la diversité sexuelle et de genre, par exemple. Et collaborer avec des organismes, on le disait, pour à la fois recruter des participants, à la fois proposer des interventions qui sont percutantes et à la fois permettre la pérennisation aussi des activités. Mais tout de même, on a besoin de plus d'études. On ne peut pas faire des conclusions vraiment générales sur ces études parce que c'était des petits échantillons à la fois, quoi. Comme notre étude aussi à nous, c'est vrai que c'est difficile de recruter les personnes à risque de marginalisation et d'exclusion sociale.
Donc, on aurait besoin de plus d'études avec des échantillons plus grands et puis de s'intéresser aussi un peu plus aux personnes qui sont, en tout cas de ce qu'on a vu de cette revue de littérature, un peu exclues encore. Donc, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre ou les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs caractéristiques les rendant à risque d'exclusion sociale. En termes d'actions que nous avons mis en place, alors on s'est basé à la fois sur les besoins issus de la première étude et également de ce qu'on a retrouvé dans la littérature et que je viens de vous présenter. On a mis en place 3 études au centre-ville de Sherbrooke. Donc, le premier, c'était des cafés-rencontres au quartier Alexandre, donc un quartier qui est quand même considéré comme où les personnes résidentes sont à risque d'exclusion sociale, où les revenus sont plutôt faibles et où il y a beaucoup d'isolement. Donc, on a mis en place des cafés-rencontres au sein de ce quartier dans un établissement tenu par l'OMH de Sherbrooke, l'Office municipal d'habitation, pour permettre aux personnes d'avoir un espace où échanger et où apprendre aussi des choses sur la participation sociale, sur les activités mises en œuvre à Sherbrooke, sur les activités gratuites ou en tout cas les services aussi qui peuvent être gratuits, qui peuvent leur être proposés, pardon. Et puis ensuite, dans ce même quartier, on a aussi mis des ateliers de médiation artistique en place en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts. Donc là, c'est une médiatrice artistique qui est venue proposer des activités. Elle est venue avec le matériel pour que les participants n'aient rien à débourser. Et puis, ces ateliers permettaient de développer l'expression créative pour des personnes qui n'ont parfois jamais fait une œuvre artistique de leur vie. Aussi, c'était très intéressant. Et de stimuler la réflexion sur soi, de s'ouvrir à l'autre parce qu'on partageait toujours les œuvres qu'on créait. Je dis nous parce que j'y étais et c'était vraiment très enrichissant de voir ça. Et puis, donc, de permettre d'apprendre de nouvelles compétences et d'encourager le dialogue pour ces personnes qui étaient vraiment, vraiment isolées. Pour la faire très très courte, c'est vrai que c'était un logement qui avait été envahi par des personnes qui utilisaient des substances, qui consommaient des substances, des personnes sans abri aussi qui venaient, qui avaient donc envahi un petit peu le sous-sol de ce logement. Et et il y a eu comme une grosse insécurité qui s'est créée. Donc, les personnes se sont renfermées chez elles. Là, les résidents se sont renfermés chez elles et ne sortaient plus à peine pour faire quelques achats pour manger, en fait. Sinon, il n'y avait plus de dialogue entre voisins et il n'y avait plus de sortie. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir ce qui se passait là. Et puis, la troisième action qu'on a mis en place, ce sont des visites guidées à la bibliothèque Eva Sénégal. Bibliothèque qui faisait déjà des visites guidées, mais auprès d'enfants ou de nouveaux arrivants, mais jamais auprès de personnes aînées. Donc, on leur a proposé de fournir ce service supplémentaire, ce qui permettait de présenter les services et les activités offertes aux personnes et de s'abonner aussi gratuitement à la bibliothèque pour bénéficier encore de ces services et de ces activités. Les cafés rencontres ont eu lieu donc de février à avril 2025 avec 5 participants sur 5 séances. Alors on peut se dire 5 participants, c'est vraiment pas beaucoup, mais croyez-moi qu'on a tout donné pour essayer d'aller chercher ces participants isolés, enfermés chez eux, jusqu'à faire du porte-à-porte pour les motiver à venir à ces activités. Et on a réussi à avoir 5 participants. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais pour nous, c'était un exploit. Et on était vraiment heureux d'avoir un groupe où il s'est créé vraiment une osmose et puis un vrai sentiment d'appartenance à l'issue de ces activités-là. Donc, ces cafés rencontres ont permis de présenter l'équipe et l'étude de ce projet, de définir les thèmes des prochains cafés rencontres. On a laissé le choix aux participants de dire de quoi vous avez envie de parler, qu'est-ce qui vous intéresse. Et donc, eux-mêmes ont décidé de choisir un petit peu de parler de participation sociale et de bénéfices et d'expériences des résidents, de nous partager leur expérience, mais aussi proposer de discuter de l'aménagement de l'extérieur du HLM où ils vivaient pour pouvoir renforcer la socialisation entre les résidents, pour recréer ce sentiment de sécurité, en fait, dans le logement. Et comment on pouvait, en tant que résident aussi, organiser des activités sociales, motiver les voisins à venir. Donc, on a fait un atelier là-dessus. Et enfin, on a fait un dernier atelier où des membres de Cercovie, un organisme qui cherche à favoriser le vieillissement en bonne santé, le vieillissement actif, est venu présenter les services et les activités que les personnes aînées peuvent bénéficier à Sherbrooke et qui sont gratuites. Donc, en complémentarité de ces cafés rencontres, on avait les ateliers artistiques sur la même période, parfois 1 ou 2 participants en plus, mais toujours autour de 5. On a fait du collage, on a fait des autoportraits, on a fait de la décoration de boîtes en bois, on a fait de la reproduction d'un lieu familier. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont dites. Et puis, pour la visite guidée, à la bibliothèque Eva Sénécal. Donc on en a eu 2. On a fait 2 visites. Ça durait toutes les deux 1 heure. Il y avait 9 participants dans chacune des visites.
La première était une visite générale, donc ce qu'ils font traditionnellement avec les enfants ou les nouveaux arrivants, c'est-à-dire on fait tout le tour de la bibliothèque, qui est quand même un grand espace, et puis on s'arrête au point stratégique pour entendre qu'est-ce que c'est que ce service, comment on peut en bénéficier, à quoi on a le droit. Voilà, tout ça présenté par une bibliothécaire. Et puis pour la deuxième visite, comme on avait beaucoup plus de participants qui présentaient quelques incapacités, qui étaient en situation de handicap, alors on s'est dit qu'on allait améliorer, ou en tout cas adapter, comme la revue le demande, comme les écrits scientifiques le recommandent, d'adapter nos activités. Donc avec la bibliothèque, on a travaillé à comment est-ce qu'on pouvait faire autrement. Puis c'est vrai qu'ils ont proposé une présentation visuelle. Donc tout le monde se rassemble dans une salle à proximité de l'entrée de la bibliothèque et puis on fait une présentation virtuelle sur PowerPoint. Et pour ceux qui le souhaitent, peuvent aller au point stratégique pour aller voir un petit peu, mettre des lieux sur ce qui a été dit. Et puis pour les autres, on commençait à discuter ensuite derrière de ce qu'ils avaient pensé de cette présentation-là. On a donc fait, pour évaluer un petit peu l'effet de ces interventions, de ces 3 interventions, on a fait des groupes de discussion, donc un avec le café rencontre, un avec l'atelier artistique et puis 2 avec les visites guidées à la bibliothèque. On a aussi interrogé les intervenants parce que c'était important d'avoir leur retour sur qu'est-ce que ça fait pour eux de mettre en place des activités auprès de cette population auxquelles ils ne sont pas souvent confrontés. Donc auprès de l'intervenant de l'OMHS, de la bibliothécaire et de la médiatrice artistique. Alors, je ne vais pas vous donner tous les résultats parce qu'on en a eu beaucoup, mais à savoir qu'on a eu essentiellement plus d'effets apparemment sur les cafés rencontres et les ateliers artistiques que sur les visites guidées. Aussi sûrement parce que c'était comme 5 à 4 ateliers qui se sont répétés de façon hebdomadaire avec un groupe qui était toujours le même et on a pu vraiment discuter, parler aussi d'émotions et de choses peut-être plus personnelles, donc avec des effets peut-être ouais, plus importants de ce domaine-là. Ce qui est surtout ressorti, donc c'est ce que vous avez en gras, c'est la volonté de continuer les sessions, la volonté de faire d'autres activités en groupe, la volonté de se rendre au musée pour aller faire des activités parce que enfin, les participants n'étaient pas au courant, mais le musée propose des activités gratuites 1 fois par mois auxquelles on peut participer. Et puis une amélioration des connaissances et la volonté d'utiliser donc les services et les activités qui ont été présentés et qui ne connaissaient pas, que ce soit la bibliothèque ou ceux qui ont été présentés pendant les cafés rencontres. Ça, ce sont les facteurs personnels, donc. Et au niveau environnemental, c'est vrai qu'on a eu un petit souci avec l'agisme. Alors, en soi, c'est tous les participants nous l'ont dit, mais c'est parce on a vous voyez les personnes aînées et elles ne voulaient pas. Elles se sont dit, c'est bon, on se connaît, on a fait une séance, on a fait 2 séances, maintenant vous pouvez nous dire tu. Tu peux nous dire tu. C'est pas parce qu'on a 60 ans passés qu'on devient vous. On reste tu. Donc on a eu ce souci-là qui a pu freiner un peu. Elles se sont dit, ça garde une distance, c'est peut-être pas, voilà, on aurait pu passer au-dessus. Mais c'est vraiment la seule chose qui est ressortie de façon générale. Pour le reste, on a la bibliothèque qui a identifié des adaptations possibles pour ces visites guidées et qui était bien contente de le faire et la volonté de poursuivre ces activités auprès de cette population aînée. Et puis pour la participation sociale, c'est vrai que les cafés, rencontres et les ateliers artistiques, je vois que c'est resté en anglais CM et AW, pardon. Ça a augmenté apparemment le sentiment d'appartenance, c'est ce que les participants nous ont dit en retour. Ça a amélioré les interactions sociales entre les voisins. Ils sont motivés à discuter entre eux. Ils ont invité les d'autres voisins à participer, même si ça n'a pas fonctionné. Ils se retrouvaient toujours dans les couloirs pour venir faire les ateliers artistiques à la fin, tous ensemble. Là. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre eux. Et pour les visites guidées, euh, c'est vrai que ça a sensibilisé les personnes à sortir de chez soi en se disant, eh, mais il y a des activités qu'on fait tout seul chez soi à la maison, puis qu'on pourrait aller à la bibliothèque, les faire tous ensemble, ça pourrait être bien plus le fun. Donc c'est voilà, des sensibilisations à sortir. Il y en a beaucoup qui sont enregistrés directement, compris l'abonnement à la bibliothèque, et qui ont eu l'impression aussi d'être plus connectés à la communauté et aux autres grâce à ces visites guidées. Voilà pour quelques verbatims qui sont issus des entretiens qu'on a menés des groupes de discussion, pardon. En termes d'appartenance, c'est le fun de rencontrer des gens. On est un groupe, on est l'équipe du vendredi. En termes de connaissances, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant et j'ai découvert plusieurs services que j'ai l'intention d'utiliser.
Pour la GISM, je vous l'ai déjà dit, se sentir reconnu, vous vous êtes informé de nos goûts, de nos choix. C'est vraiment la première fois qu'on investit pour nous comme ça. Ça veut dire qu'on se préoccupe un peu de nous. Et puis en termes de sensibilisation à sortir, on est tous isolés. Cette visite sensibilise à sortir de chez soi au lieu de faire des activités seules. On peut venir ici. Et une liberté, se représenter soi-même, c'est quelque chose. Ça vient te chercher à l'intérieur, ça fait de la place aussi, ça libère. Ça, c'était pendant les cafés rencontres et les ateliers artistiques. Auprès des intervenants, donc auprès des cafés rencontres, de la personne qui venait pour les cafés rencontres de l'OMHS, c'est sûr qu'il a été déçu du petit nombre de participants. C'était quand même un logement où il y avait quelque chose comme 75 logements, je crois. Donc on aurait pu avoir beaucoup plus de participants, puis il aurait aimé ça, puis nous aussi. Mais il souligne que les personnes qui étaient là, elles étaient vraiment actives, elles étaient vraiment impliquées, et puis elles ont mis en place des belles initiatives. À l'issue de ce café rencontre, là où on a parlé de comment mettre en place des activités, bah, les participants ont organisé eux-mêmes un bingo hebdomadaire et ont invité les voisins à venir. Et là, il y a eu plus de succès que pour le café rencontre, bizarrement. Je crois qu'ils étaient comme 18 ou 20 à venir à ce bingo chaque semaine. Donc c'est vraiment une belle réussite de ce projet-là. Cette personne de l'OMHS souhaitait poursuivre ces cafés rencontres, puis aussi en organiser dans d'autres quartiers de la ville, dans d'autres immeubles. Donc ça aussi, c'était vraiment un résultat important pour nous. Pour ce qui est de l'atelier artistique, la médiatrice, elle déplorait le manque d'équipement dans la salle commune. C'est vrai que c'était pas toujours simple. L'évier pour laver les pinceaux était dans une autre salle, les toilettes étaient ailleurs aussi. C'était pas toujours simple, mais elle s'est vraiment adaptée. Elle s'est adaptée au lieu et à la diversité des participants et elle a appris beaucoup de choses en fait. Elle dit avoir développé ses compétences. Donc elle avait un intérêt pour pérenniser ça. On voulait renforcer les liens entre les participants et puis le musée, envisager peut-être des projets de plus grande envergure avec des présentations au musée. On est passé par une demande de subvention Nouveaux Horizons, mais comme ils avaient plusieurs projets en cours, ils ont préféré prioriser un autre projet qui était en attente depuis un peu plus longtemps que le nôtre. Mais bon, ça va être à suivre aussi. Et pour ce qui est de la bibliothèque, c'est vrai qu'il y a eu un intérêt à pérenniser ces visites guidées pour les personnes aînées avec de marginalisation. Mais les personnes de la bibliothèque estimaient quand même avoir besoin d'aide pour recruter ces personnes. Comment est-ce qu'on va les chercher? Parce que quand on travaille à la bibliothèque, on ne sait pas où est le réseau, où est-ce qu'on peut trouver ces personnes. Donc, besoin de soutien pour ça. Et pour conclure sur cette belle recherche-action, c'est vrai que s'il y a des choses à retenir, ce sont les suivantes. Il faut renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Pour ces personnes qui sont parfois isolées, seules et qui manquent de personnes qui les ressemblent ou qui sont proches d'elles, voilà, importance de renforcer ce sentiment d'appartenance. Et pourquoi pas en mettant des interventions au cœur des quartiers défavorisés parce que c'est plus facile d'accès. Voilà, c'est moins coûteux et ça prend moins de temps aussi. Il faut adapter les activités à l'expérience et aux capacités. Alors, je ne vous ai pas donné de détails, mais par exemple, si on propose de la danse, ben, on évite de donner un gros genré dans la danse pour inclure les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Bon, il y a d'autres exemples comme ça que vous pourrez trouver dans le rapport si vous avez enfin, si vous l'avez consulté ou si vous avez envie de le consulter. Il faut rendre les activités accessibles, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue physique, pour favoriser l'indépendance des personnes aînées et réduire les contraintes de transport, qui même avec le transport adapté, ça crée des complications. C'est vraiment pas évident en termes d'horaire. Et puis, il faut réfléchir à la pérennisation des activités dès le départ. Oui, on a un financement, oui, on a plein d'idées dans la tête, mais comment on va faire pour que ça continue malgré que le financement un jour va s'arrêter, malgré que le personnel impliqué un jour va peut-être partir aussi. Il faut penser à tout ça. Et puis pour recruter les participants, bah, c'est vraiment important de collaborer avec plusieurs organismes sur plusieurs niveaux différents. Ça nous a beaucoup aidé, nous, dans cette recherche-action-là. Puis c'est quelque chose qui est vraiment ressorti aussi de la littérature, des écrits qu'on a pu avoir pour faire la revue. Donc voilà, c'est des choses importantes. Ça facilite l'accès, le recrutement, la confiance des personnes et le capital social aussi. Et puis enfin, pour conclure, on va dire sur ce projet qui s'intéressait quand même à comment améliorer, comment bonifier une revitalisation pour favoriser la participation sociale, eh bien, il faut considérer davantage l'environnement social dans les stratégies de revitalisation urbaine. C'est vrai qu'on pense souvent à l'environnement bâti et beaucoup moins à l'environnement social. Donc peut-être essayer de contrebalancer ça et de mettre les deux sur le même piédestal. Voilà. Merci pour votre présentation. Donc, il est maintenant 15 heures. Nous reprenons maintenant avec, comme je l'annonçais, la présentation de Patrick Marié de l'Université Concordia qui nous présentera le projet de recherche intitulé Les actions gouvernementales au Québec, impact sur des personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale.
Je le présente brièvement. Donc, Patrick Marier est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia et titulaire de la chaire de recherche en gérontologie sociale, directeur scientifique du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREGES, au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Ses recherches portent sur les enjeux de politique publique et la médicalisation du vieillissement dans une perspective comparative. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse vraiment la parole pour les 30 prochaines minutes et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci Karine, ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de partager les résultats de la recherche. Tout d'abord, souligner que dans le cadre de l'action concertée, cette recherche a été subventionnée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de la Santé et Services sociaux et la Société d'habitation du Québec en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment un projet qui s'est fait en co-direction avec moi-même et ma collègue Megan Joy au département de sciences politiques. Et nous avons construit un gros projet, une grosse équipe finalement pour ce projet. Donc, nous avons cherché vraiment à faire une analyse croisée entre les politiques publiques, le domaine de l'administration publique et l'intervention sociale. Dans ce cas-ci, comme vous voyez, il y a plusieurs personnes qui vous sont probablement peut-être un peu familières dans le projet. Je ne vais pas les nommer tous parce qu'on est quand même beaucoup. Donc, on s'est assuré d'avoir une expertise appropriée pour chacune des 6 populations marginalisées que nous avons étudiées. Donc, j'y reviens dans quelques secondes. Nous avions aussi plusieurs partenaires, des collaborateurs et collaboratrices, dont la mission Oldbury, la Fondation Émergence, l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, la Maison Crossroads, et l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Nous avions aussi Sandra Smil comme coordonnatrice de recherche du CREGES. Et de facto, c'est vraiment les 3 personnes qui ont vraiment dirigé, si je peux le dire ainsi, le projet. C'est Sandra, Megan et moi. Donc, en termes de plan de présentation, on va brièvement discuter des objectifs de la recherche, suivi des résultats, des retombées, d'applicabilité, et finalement fournir quelques pistes de solutions. Et puis, en bout de piste, discuter c'était quoi les limitations en lien avec les résultats de la recherche qui est effectuée. Et je me permets de simplement vous dire qu'on ne voit pas votre présentation à l'écran. Est-ce que vous auriez aimé que nous, on le partage ou est-ce que simplement OK, ben pour moi, la suite? Oui, un instant. Parce que je rassure les personnes qui nous écoutent voudraient le Oui, voir. Puis tout je vous à fait. rassure, moi, j'en ai une version ici. Donc, vous avez fait quand même une belle Non, présentation. c'est bon, mais moi, tout allait bien de mon côté, là, mais on va essayer. Donc, de partager. de- Ah, Ça fonctionne? oui, simplement l'agrandir, là, le mettre en mode présent. Oui, c'est parfait. Bon, excellent, merci. Donc, bon, plus spécifiquement, le projet est très structuré autour de 3 volets de recherche, là. Le premier volet consiste en une étude comparative des besoins et des réalités propres à 6 populations âgées marginalisées du Québec. Il s'agit pour nous des personnes âgées immigrantes et à statut précaire, de personnes âgées judiciarisées, de personnes de 50 ans et plus vivant avec un trouble mental grave, de personnes aînées LGBT, de personnes âgées en situation d'itinérance ou qui ont vécu un épisode d'itinérance, et finalement de personnes âgées vivant dans des milieux ruraux et vivant des formes de précarisation socio-économique. Le deuxième volet portait sur une analyse des pratiques de coordination et de gouvernance entre les différents organismes de soutien et de services. Donc, ça peut être carrément des organismes à but non lucratif. Ça pouvait être des gens qui proviennent du réseau de la santé et services sociaux. Ça peut être aussi, par exemple, des municipalités.
ainsi que de l'identification des carences et des lacunes dans l'offre destinée au groupe des populations âgées marginalisées. Le troisième volet proposait une analyse des politiques et des stratégies mises en place par les gouvernements municipaux et provinciaux en matière de vieillissement. Donc, en termes de méthode, nous avons commencé avec une analyse des écrits, avec une étude de la portée de la littérature scientifique. Celle-ci a d'ailleurs été publiée dans la revue de Gerontologist. Je peux partager avec vous la référence dans le chat après la présentation. Nous avons fait aussi une recension, une analyse des documents de politique publique. Et dans le cadre aussi de ce projet, nous avons effectué plusieurs entretiens et groupes de discussion. Donc, on parle, je pense, en tout 135 personnes qu'on a interviewées ou qui ont participé à des groupes de discussion. Donc, on s'est assuré d'avoir une approche où, ce qu'on interrogeait beaucoup les personnes âgées des 6 populations âgées marginalisées, aussi des personnes intervenantes, que ce soit du milieu communautaire ou du milieu du secteur public, des analystes de la fonction publique et autres. Donc, des gestionnaires ou des experts. Dans ce cas-ci, on parle dans la catégorie hausse de 16 personnes. Donc, parmi les résultats principaux, puis ça, c'est vraiment ce qui nous a été communiqué à plusieurs reprises, on a décidé vraiment de ressortir les 3-4 principaux. Le premier résultat, c'était que bon, les actions publiques en vieillissement privilégient les aspects curatifs des soins du bien-être au détriment des programmes sociaux et des soins de longue durée. Donc, il y a un quasi-consensus parmi toutes les personnes que nous avons interviewées qu'il y a un peu trop d'emphase qui est mis sur les soins hospitaliers et soins curatifs, mais qu'on délaisse beaucoup les services sociaux. Ce qui ne surprend pas beaucoup de gens, ça correspond à ce qui est dit dans la littérature. Le deuxième, c'est que les personnes âgées des populations étudiées ont besoin de services locaux centrés sur l'humain, spécialisés et stables avec un suivi à long terme. Donc, ce qui était vraiment intéressant dans le cadre de ce projet-ci, c'est qu'on abordait vraiment la question de la coordination et de la gouvernance. Mais vraiment, la première chose qui est ressortie dans tous nos entretiens, c'était que les services actuellement offerts aux populations de personnes âgées sont à la fois déficients et inadéquats. Ils ne sont pas offerts de manière continue. Elles ne répondent pas aux besoins complexes et croisés des populations, des 6 populations de personnes âgées marginalisées que nous avons étudiées, notamment en matière de logement, santé mentale, santé physique. Du côté du réseau de services de santé, services sociaux, les services ont souvent été critiqués comme étant standardisés et non adaptés et non spécialisés pour correspondre aux besoins des 6 populations. De plus, il y a eu plusieurs critiques concernant la lourdeur des structures organisationnelles du réseau de la santé et services sociaux, ainsi la complexité des processus administratifs. Il faut aussi se mettre en tête, ça c'est pré-Santé Québec, mais c'était tout de même un peu dans le contexte de la dernière réforme du gouvernement précédent. Donc, il y a de nombreuses personnes âgées marginalisées nous ont indiqué qu'ils ne savaient pas ni où s'adresser pour obtenir de l'aide, ni comment s'y prendre pour obtenir de l'aide et du soutien. Aussi, il y a beaucoup d'interrogations qui ont été faites sur l'information sur les services disponibles, qui est souvent peu accessible. Et aussi, qu'est-ce qui est important de souligner quand on parle d'action publique auprès des populations âgées marginalisées, c'est plusieurs de ces groupes éprouvent une méfiance envers les services publics nourris par des obstacles systémiques et des expériences passées de discrimination et de stigmatisation. Donc, cette méfiance constitue un frein supplémentaire à la recherche de soutien, ce qui entraîne une détérioration du bien-être d'une personne ainsi qu'une aggravation des besoins. Du côté des OBNL, vraiment ce qui est sorti le plus, c'est vraiment l'instabilité des services liés au financement du projet qui a été régulièrement identifié comme un obstacle majeur, peu importe finalement la population étudiée. Troisième résultat principal, c'est que la collaboration et la communication entre et au sein des OBNL, le réseau de la santé, services sociaux et les autres entités gouvernementales sont soit mal soutenues, soit inexistantes. Il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés, dont le manque de ressources financières,
un taux élevé de rotation du personnel. Donc, les divers organismes de soutien-service peinent à collaborer les uns avec les autres pour partager leurs connaissances et mieux répondre aux besoins des personnes âgées marginalisées. Euh, de plus, par exemple, qu'est-ce qui vraiment nous a sauté aux yeux, c'est qu'on a des tables de concertation des aînés. Donc, c'est des structures de collaboration et de communication mises en place depuis 20 ans, ont très peu été mentionnées par nos participants. Donc, un autre des éléments, c'est vraiment plus, on a souvent utilisé le mot silo, par exemple, en ce qui concerne les personnes âgées vivant des enjeux de santé mentale graves. On nous a dit que des intervenantes participent à ces tables de concertation-là, mais que celles-ci ont tendance à opérer séparément. Donc, ils sont dans les tables de concertation en santé mentale, mais pas en vieillissement. Donc, ces instances collaboratives fonctionnent bien dans un secteur, mais sont généralement absentes dans d'autres secteurs. Aussi, dans une intervenante, par exemple, du côté population âgée LGBT, nous a dit avoir été confrontée à des situations d'homophobie lors de ces rencontres et donc elle n'y participe plus. Donc, il y a plusieurs enjeux en lien avec les tables telles qu'elles sont construites actuellement. D'autres résultats principaux, c'est que la responsabilité de la mise en œuvre de plusieurs services de soutien de proximité est déléguée aux organismes à but non lucratif, aux municipalités, sans qu'ils disposent nécessairement des moyens nécessaires. Donc, en point de vue des municipalités, on a constaté un manque d'arrimage dans les domaines clés de la politique, par exemple entre habitation, transport et santé, en ce qui concerne la réponse aux besoins des personnes âgées marginalisées. Et bien que les municipalités comprennent mieux les enjeux et les besoins des personnes âgées mutualisées que le gouvernement provincial, leur capacité d'y répondre est très circonscrite. Et puis, c'est un élément qui est revenu très fréquemment. Ça, peu importe encore les populations. J'aimerais peut-être aussi souligner ici que sur les territoires, on avait mis l'emphase sur 3 territoires au Québec, donc la Ville de Québec, la Ville de Montréal et la MRC d'Avignon en Gaspésie. En ce qui concerne les OBNL, ils possèdent de l'expertise pour répondre aux besoins spécifiques des PAM sans que celles-ci soient reconnues, tandis que les municipalités doivent jongler avec de multiples rôles de coordination et un soutien provincial inadéquat. Donc, pour les OBNL, en plus du manque de reconnaissance de leur expertise, ça, c'est quelque chose qui est revenu très fréquemment. Il y a seulement une personne qui a mentionné les tables de concertation. Puis on a identifié dans ce cas-ci des tensions entourant la dynamique de pouvoir du gouvernement provincial et la représentation des personnes aînées, alors qu'eux, ils ont souligné que la table se concentre sur des événements symboliques, ça c'est leur propre mot, et d'autres priorités du gouvernement provincial ne correspondent pas principalement aux besoins des personnes âgées de la région. Donc, quelle est l'utilité des résultats ici que je vous ai défilés très rapidement? Donc, en ce qui est trait des politiques, les programmes ou les interventions, nos résultats démontrent l'impact des politiques sur les pratiques au niveau des services offerts aux populations marginalisées qui ont souvent été mentionnées comme étant inadéquats. Et aussi, on a souligné plusieurs manquements en ce qui concerne la coordination entre les divers organismes de soutien. Donc, les programmes et les interventions sont circonscrits par des politiques qui ignorent souvent ou marginalisent les besoins des personnes âgées marginalisées. Bien que notre étude portait sur les enjeux de coordination et de gouvernance, je voudrais souligner encore une fois que les participants ont surtout souligné l'inadéquation des services et son impact sur la possibilité ou plutôt l'impossibilité de faire de la coordination entre les différents organismes de soutien et de services. En termes de contribution à l'avancement des connaissances, donc notre projet, dans ce cas-ci, voulait finalement discuter qu'il y avait des enjeux de compréhension de la marginalisation et de l'exclusion sociale qui tient compte des spécificités, des contextes des politiques publiques et administratifs, mais aussi des enjeux en ce qui concerne la conceptualisation de la coordination des actions publiques qui tient compte des besoins des personnes âgées marginalisées. Donc, tout ça, fait en sorte que
on se retrouve dans un contexte extrêmement difficile afin de mettre en œuvre des pratiques de coordination et de gouvernance qui peuvent être pérennes. Donc, je passe à la suivante. Une autre contribution à l'avancement des connaissances, nous avons utilisé une méthodologie mixte facilitant une analyse approfondie des enjeux de coordination et de gouvernance auxquels chacun des groupes de population âgées marginalisées fait face. Aussi, on a fait une analyse aussi transversale des enjeux. Donc, ça a révélé plusieurs obstacles pour accéder à ces services et ces soutiens. Par exemple, l'analyse de la portée, la scoping review sur la diapositive ici, finalement révèle que dans plusieurs des cas, dans la littérature sur les populations âgées marginalisées, on fait souvent état, on va discuter une nouvelle pratique, une nouvelle approche, et c'est seulement en conclusion qu'on va souvent mentionner qu'il y a un enjeu de coordination. Donc, il y a très, très peu de recherches en ce qui a trait à la coordination et la gouvernance des services auprès des personnes âgées, surtout si on décide de le faire dans un contexte hors organisme, comme par exemple, la coordination au Québec fonctionne très bien par le secrétaire des aînés et les autres parties ministérielles, par exemple, quand on parle de développer un plan d'action. C'est beaucoup plus difficile quand on regarde sur le terrain, quand on parle finalement d'organismes qui peuvent venir de différents paliers de gouvernemental ou qui peuvent finalement exercer dans un domaine où une OBNL doit entrer en contact régulièrement avec un CIS ou un CIUS. Nous avons aussi fait une recension vaste des documents et analyse de documents de politique publique, suivi d'entretiens et de groupes de discussion auprès des personnes âgées marginalisées, des intervenantes et des experts de la fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans bien des cas, c'est s'assurer qu'on ait un nombre similaire à travers chacune des 6 populations. Et étant donné les enjeux et les contraintes, on est obligé d'avoir des approches un peu différentes pour le recrutement, mais le tout s'est effectué vraiment en partenariat avec les groupes que j'ai identifiés précédemment sur le terrain. Donc, on a retrouvé, à l'heure actuelle, nous continuons de travailler sur l'analyse des données. Nous avons d'ailleurs un collectif qui est en révision auprès d'une presse universitaire où ce que finalement on offre un portrait, un survol au niveau provincial, un survol au niveau municipal, suivi d'un portrait spécifique sur les 6 populations qui ont été étudiées dans le cadre de ce projet. Donc, ça nous a vraiment aidé à identifier les problèmes de coordination entre les diverses parties prenantes sur le terrain. Qu'est-ce qui est ressorti aussi qui est de façon très intéressante si on se compare le cas du Québec avec d'autres endroits dans les pays industrialisés, c'est qu'on discute très rarement des enjeux de gouvernance. Ça, c'est à cause en grande partie de la centralisation de plusieurs de nos services de santé et services sociaux par le ministère de la Santé et services sociaux et par l'entremise des CIUS. Donc, on n'a pas les mêmes initiatives de partage de pouvoir ou de collaboration qui sont aussi fortement institutionnalisées que dans d'autres pays industrialisés où les services et le soutien est offert à un niveau plus local que provincial. Donc, parmi les pistes de solutions, on en a plusieurs qui ont été mentionnées. Donc, la première est vraiment une meilleure reconnaissance du fait que les politiques et les programmes dans le domaine du vieillissement ont un biais curatif qui s'inscrit dans un contexte de médicalisation du vieillissement au Québec. Cela impliquerait notamment un questionnement sur la valorisation des financements et l'adéquation des programmes favorisant la prise en charge à long terme, ainsi qu'une réflexion sur les mesures permettant l'amélioration de l'assistance publique et des services sociaux auprès des personnes âgées. Deuxième élément, ça serait des plans d'action et des politiques qui proposent des initiatives qui sont pérennes, qui intègrent l'équité de manière substantive et disposent d'une structure organisationnelle à l'égard de la coordination. Donc, plusieurs individus qui ont été interviewés ont souligné dans bien des cas
tant pour les OBNL que dans le cadre des plans d'action, que ce soit souvent des actions et des mesures qui viennent à échéance. Donc, ce ne sont pas nécessairement des initiatives qui peuvent se prolonger, se poursuivre par la suite. Donc, on veut une plus grande stabilité, pardon, dans la mise en œuvre des plans d'action et des politiques, et s'assurer finalement qu'on pourrait avoir une structure organisationnelle qui finalement attribue des responsabilités spécifiques à l'égard de la coordination, et ça pour chaque programme public. On souligne aussi le besoin d'établir et de créer des mécanismes de gouvernance et de coordination impliquant les parties prenantes provinciales, municipales, intersectorielles, du réseau de la santé et services sociaux et des OBNL pour co-construire les priorités des interventions auprès des populations âgées marginalisées. C'est quelque chose qui a été fréquemment souligné. Donc, dans bien des cas, on va souligner que quand même un grand pas a été fait en ce qui concerne la reconnaissance de leurs besoins. Mais maintenant, il aimerait quelque chose de plus concret sur le terrain pour mieux soutenir ces populations. On discute aussi un soutien proactif des municipalités de la part du gouvernement provincial, incluant plus de ressources, un meilleur arrimage entre les différentes sphères de la vie citoyenne. On a souligné aussi la reconnaissance et le soutien du milieu communautaire, y compris de sa contribution à la coordination des services. Outre un financement récurrent, stable et suffisant pour accomplir leur mission et mettre en œuvre leur programme, les instances publiques devraient aussi prioriser le financement, appuyer et accroître le travail de coordination fait par les organismes communautaires desservant les PAM. Donc, plusieurs des personnes intervenantes, notamment, ont souligné le fait que l'utilisation d'indicateurs de performance fait en sorte que la coordination est laissée de côté puisqu'elle est rarement prise en compte dans ces types de critères de performance. Donc, c'est pour ça que dans un travail de collaboration entre les OBL, RSS et autres entités gouvernementales, on parlait aussi beaucoup du respect de l'autonomie des OBNL et la préservation de leur rôle de leadership. Donc, plus précisément dans ce cas-ci, on souligne que dans bien des cas, la mission et la façon de travailler d'un BNL diffèrent de ce qui est fait dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et dans bien des cas, c'est un peu en réponse à la façon dont un service dans le réseau de la santé et des services sociaux a été effectué. Donc, le fait d'essayer d'arrimer les deux ensemble, ça demande quand même un peu de compromis et de respect en ce qui concerne les façons de faire de chaque partie. Donc, piste de solution plutôt pour les gestionnaires. Donc, on parlait d'un soutien du personnel dans la contribution à la coordination des services. Donc, on parle dans ce cas-ci de s'assurer que on doit mettre en place des structures de gestion et de coordination intersectorielle impliquant toutes les parties prenantes. Donc, il est aussi nécessaire de libérer du temps pour le personnel et de valoriser leur implication dans les structures de gouvernance et de coordination, pardon. On parle aussi d'adaptation nécessaire des programmes et des services afin de mieux cibler les besoins spécifiques des populations âgées et marginalisées. Donc, l'inclusion de l'accompagnement dans les services offerts aux différents groupes des personnes âgées marginalisées est primordiale, surtout pour les personnes qui expérimentent des difficultés communicationnelles, qui vivent une grande précarité financière et ou des expériences d'institutionnalisation. Donc, les groupes des personnes âgées marginalisées n'ont pas simplement besoin d'avoir un accès aux informations, mais requièrent un accompagnement individualisé en continu et pertinent afin d'éliminer les barrières associées à la compréhension des services, aux structures et aux processus administratifs complexes et, dans certains cas, la méfiance envers les services publics. Donc, la création de postes d'intervenants et d'intervenantes pivots permettrait un tel accompagnement. Troisième élément, la priorisation du travail de proximité. Donc, la mise en place de plus de flexibilité dans les approches, avoir une approche plus décentralisée permettrait un développement d'expertise spécifique concernant les différents groupes de populations âgées marginalisées. Quatrième, on parlait de mise en place des formations obligatoires sur les réalités des personnes âgées marginalisées. Donc, on parle ici d'avoir du personnel bien informé des réalités vécues par les personnes âgées marginalisées, lesquelles
sont atypiques par rapport aux réalités vécues par la plupart des personnes âgées. Pour mieux répondre à leurs besoins, il est nécessaire de mettre en place des formations obligatoires sur leur réalité, de fournir des informations sur les ressources disponibles pour elles, ainsi que d'assurer une meilleure représentativité des populations telles que les personnes immigrantes LGBTQ+, au sein de leur personnel. Compte tenu de leur expertise et d'expérience, les OBNL desservant les différents groupes de femmes devraient participer au développement de ces formations. Donc, piste de solution pour les personnes intervenantes, on parle d'adoptation de nouveaux rôles, hein, de coordination d'intervenants, intervenantes pivots, nouvelles pratiques d'accompagnement, nouvelles approches où on a plus de on favorise plus la proximité et la flexibilité, donc on redonne la discrétion finalement aux personnes intervenantes afin de s'assurer qu'on peut mieux répondre aux besoins des personnes âgées marginalisées. Aussi trouver de nouvelles façons d'intégrer les nouvelles connaissances dans leur travail. Quand on parle aussi de travail concerté, on souligne l'importance d'avoir un travail concerté qui respecte différentes expertises dans le but de mieux répondre aux besoins des populations âgées marginalisées. Pardon. Donc aussi, on souligne encore une fois que le travail du personnel des OBNL mérite plus de considération et de reconnaissance. Pardon, je passe à la prochaine. Donc, en termes de pistes de solutions ici, on voulait vraiment souligner à quel point c'est vraiment des interventions ou des actions qui sont requises vraiment aux trois différents niveaux, finalement, de personnes que nous avons étudiés qui interviennent dans le domaine de l'intervention. Donc, les personnes intervenantes, les gestionnaires et décideuses publiques. Donc, je vais conclure. Je pense que ça va bien pour le temps. Je vais conclure un peu avec des limitations et quelques autres pistes de recherche. Et puis après, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Donc, en termes de limitations, puis je pense que ça a déjà été mentionné par les deux autres projets, là. Donc, on a eu plusieurs défis, étant donné que la première collecte, hein, la grande majorité des données a été obtenue durant la pandémie. Donc, cela contribue à un certain biais de sélection concernant les différents groupes de population âgée marginalisée, car les personnes qui vont participer en ligne ont dû être privilégiées dans plusieurs cas afin de mener à bien cadrer dans les délais prescrits. Il est aussi connu que, par exemple, la fracture numérique exacerbe la marginalisation et l'exclusion sociale des populations âgées marginalisées. Donc, c'est quelque chose à garder en considération. Ce faisant, nous avons certainement passé outre certaines expériences importantes concernant les obstacles à l'accès aux services, mais considérons que dans l'ensemble, dans une certaine mesure, nos entretiens et les groupes de discussion avec les personnes intervenantes ont comblé cette lacune. On avait aussi un défi de recrutement, par exemple, auprès du ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, on a eu une participation très tardive de la part des analystes de seniors au M3S. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a dû intégrer rapidement et de façon un peu incomplète le rapport au projet. Et aussi, l'autre élément, nous, on a décidé d'emblée d'avoir une perspective plus large et de plusieurs populations âgées marginalisées dans le cadre de ce projet. Donc, conséquemment, on a un nombre restreint de personnes âgées marginalisées qui ont participé à l'étude. Donc, comme piste de recherche à venir, c'est certain que ce projet soulève des questions concernant d'autres groupes de personnes âgées marginalisées, donc des personnes en situation de handicap, autochtones, racisées, neurodivergentes. Est-ce qu'ils vivent des enjeux similaires à ceux que nous avons décrits dans le cadre de ce projet? Est-ce que les OBNL jouent un rôle similaire pour aider les personnes de ces divers groupes? On aurait aimé aussi faire une analyse plus approfondie et croisée des politiques et des programmes qui encadrent les expériences vécues par les 6 groupes de population âgées marginalisées.
Et puis essayer de vraiment d'être mieux en mesure de comparer si les besoins de certains groupes de population âgée marginalisée sont mieux pris en compte que d'autres. Essayer vraiment de creuser, d'identifier qu'est-ce qui pourrait expliquer ces écarts. Et puis aussi, on voulait faire un peu plus de recherche sur le travail de proximité. Donc, on aurait aimé ça, par exemple, intégrer plus les ITMAV. On en a interviewé des intervenantes de milieu, intervenantes en milieu ITMAV, mais c'est certain qu'on aurait pu approfondir plus l'ITMAV comme objet d'étude et voir justement quelles sont les possibilités d'adaptation et de pérennisation pour les groupes de population âgée marginalisées. Aussi, on aurait aimé explorer plus en profondeur les différences territoriales. Donc, par exemple, c'est moi qui ai fait le terrain dans la MRC d'Avignon. C'est une réalité qui est tout à fait différente à multiples niveaux, par exemple, qu'au centre-ouest de l'île de Montréal, où finalement le CREGES est basé. Aussi, on parle de regarder comme piste de recherche aussi une analyse de l'impact de l'instabilité sur le plan politique. Donc, dans bien des cas, il y a plusieurs éléments aussi qui rentrent en ligne de compte ici sur le fait que justement, on a des fois des changements de politique et de programme qui peuvent être assez fréquents. Ou dans d'autres cas, il y a des choix politiques où que finalement on décide de privilégier une population âgée marginalisée plutôt qu'une autre. Donc ici, qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait de savoir à quel niveau est-ce que cela contribue à accentuer l'instabilité ou au contraire à réduire l'instabilité envers ces populations. Puis on pourrait aussi se poser comment est-ce qu'on peut mieux protéger ces groupes de cette incertitude. Euh, Aussi, finalement, ben, tout ça pour dire, en tant que professeur d'administration publique, c'est évident que dès le début, on s'attend à ce qu'il y ait des enjeux de coordination. Même quand tout fonctionne bien, il y a toujours des enjeux de coordination. Mais vraiment, ce qui nous a frappé ici, c'est à quel point il y a des enjeux majeurs en ce qui concerne l'adéquation des besoins, ce qui a un impact majeur justement sur les opportunités et les possibilités finalement de mieux tisser et de favoriser une meilleure coordination entre les divers groupes qui sont impliqués. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Un grand merci à vous pour vos présentations. Merci aussi au public, hein. Vous étiez très éveillés. Vous avez même vu les petites erreurs qu'on a fait parfois. Un grand merci à vous. Vous apportez toujours de l'eau au moulin. Ça fait plaisir d'entendre ce que vous avez à dire puis comment vous réagissez à ces recherches-là. Je vous rappelle aussi que vous allez recevoir un sondage d'appréciation. N'hésitez pas à nous mettre tout commentaire qui nous permettrait de nous améliorer, de mieux accompagner les chercheurs. Voilà, je vous invite à y répondre. Puis, vous allez retrouver la vidéo YouTube, comme je l'ai mentionné, dans quelques jours sur notre site du FRQ. Sur le site YouTube, mais aussi sur le site du FRQ, dans la section partenariat, vous allez retrouver les activités de transfert des connaissances. Voilà, et il me reste à remercier également nos partenaires, hein. Vous êtes nombreux, puis vraiment, votre financement est essentiel pour produire des recherches de qualité comme on a pu le constater aujourd'hui. Un grand merci à vous. Et je cède la parole, le vrai mot de la fin, à Florence. Merci à toutes et tous pour vos présentations fort enrichissantes et pour tout le travail de recherche qui a été effectué en amont. Et puis, j'invite tous les participants, participantes là, à s'abonner à l'infolettre du secrétariat aux aînés Vieillir et vivre ensemble pour en avoir accès là, aux initiatives du secrétariat aux aînés, aux initiatives qui concernent les aînés et aux résultats des projets de recherche là, qu'on met également en valeur dans le cadre de cette infolettre-là. Donc, je pourrais mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup à tout le monde.